de la confession de d'Alsace et de Lorraine. De 1975 à 1977, il a été coopérant au Gabon, puis pasteur de paroisse en Alsace, de 1977 à 1987. Toujours intéressé par les questions internationales et les questions missionnaires, il dirige de 1987 à 2016 le Conseil missionnaire des Églises d'Alsace-Moselle et l'Action chrétienne en Orient de 2008 à 2018. Il publie en 2002 un premier article sur Paul Béron dans l'ouvrage collectif « C'est le visage du protestantisme ». Il poursuit sa recherche sur cette figure en publiant en 2022 Paul Béron au secours des Arméniens. Je lui cède la parole. Je me suis intéressé au pasteur Paul Béron, fondateur de l'Action chrétienne en Orient, que j'ai dirigé avant ma retraite, à l'occasion particulièrement du centenaire de cette œuvre, fondée en 1922. Retraité, je me suis alors penché sur son parcours de vie de manière bien plus détaillée que je l'avais fait lors de ce premier article pour lequel j'avais interviewé sa fille-survivante Béatrice Schwab. La traversée de la Seconde Guerre mondiale est intéressante et lorsque ce colloque a été annoncé, je me suis penché plus particulièrement sur cette idée et je me suis dit que ce serait intéressant de voir qu'elle me sort d'une famille alsacienne pastorale qui a dû faire avec des circonstances très difficiles de l'époque. Surtout dans les archives de l'Action chrétienne en Orient, il y a un grand trou entre 1940 et 1945. Et dans l'autobiographie de Paul Béron, dans l'écriture, il y a 5 lignes pour signaler que c'est la Suisse qui gérait l'Action chrétienne en Orient. Et c'est tout. Donc, les enfants de Heinrich Béron, les parents, sont tous nés allemands. Mais de parents qui ont fait leur scolarité dans l'école française avant 1870. Et les enfants Béron, enfin, je parle même de la génération de Paul Béron et de Karl-Édouard Béron, c'est surtout d'eux que je vais parler, sont parfaitement bilingues. Mais il est clair aussi que leur éducation religieuse s'est faite en allemand. C'est une famille pastorale comme on n'en fait plus, avec des oncles, des tantes, des enfants, des petits-enfants, tous pasteurs. Et ceux qui ne le sont pas, ils doivent s'excuser, les restes. Donc, alors, rapidement, je passe sur l'aîné des frères Béron, Karl Heinrich Béron. Et c'est déjà un parcours intéressant. Né en 1886, il circule avant 1918 entre Allemagne et Alsace. Il a fait des études de théologie en vue de la mission à Hermannsburg. Il gère une paroisse qui veut quitter l'École, Klopsheim, et arrive à la faire réintégrer à l'église luthérienne d'Alsace, puis travaille dans l'établissement des diaconesses de Francfort. Mais en 1919, alors que 41 pasteurs luthériens sur 200, soit environ 20% des effectifs, ont quitté l'Alsace pour s'installer en Allemagne, Karl Heinrich, lui, quitte Francfort pour devenir pasteur à Saint-Réunion en 1920. Il décède prématurément en 1928. Le deuxième, Paul Béron, lui aussi avec son épouse, sans une vocation missionnaire. Il est pasteur aumônier de 1916 à 1919 en Orient, auprès de l'armée allemande et autrichienne. Il porte tour à tour l'uniforme ou non. À son retour, il travaille d'abord pour une mission allemande de Hilfsbund de Francfort avant de créer une nouvelle mission française en 1922, sur demande d'ailleurs de cette mission allemande. Ayant changé de nationalité, lui peut fonder une œuvre dans la Syrie, maintenant sous mandat français. Il le fait avec le soutien de l'organisation germano-suisse appelée Hilfswerk für die Christen d'Orient. C'était de l'écommission de secourir les Arméniens survivants des massacres génocides qui avaient endeuillé ce peuple
est le 19e siècle, on l'oublie souvent. Explicitement, aussi bien le Hilfsbund que l'Action chrétienne en Orient, que Paul Biron fonde alors, prennent leur distance avec tout nationalisme. L'appartenance au royaume de Dieu compte. L'appartenance nationale est secondaire. Et Paul Biron va s'en expliquer à plusieurs reprises. Dès 1933, après la venue au pouvoir d'Hitler en Allemagne, Paul Biron exprime clairement sa position. Dans un entretien qu'il relate dans le Le Mans, le journal de l'Action chrétienne en Orient, il discute avec le missionnaire suisse Théo Miser à Gazir, près de Beyrouth, et raconte comment, en discutant, il parle de la montée de dictateurs comme Mussolini et Hitler, que se pose la question si ce n'est pas un signe de la venue de l'Antéchrist. Sûrement pas un compliment. Entre 1940 et 1945, Paul Biron est coupé du champ de mission. Il s'est développé autant en Syrie qu'en France pour accueillir des Arméniens à Marseille, Valence et ainsi de suite. Il se consacre d'abord, après l'évacuation dont il revient assez rapidement, de paroisse aux environs de Rheinwiller, d'où il essaie de continuer à suivre le travail de l'Action chrétienne en Orient. Puis il est appelé par Karl Maurer au Temple Neuf à Strasbourg. À cette époque, le Temple Neuf était servi par deux pasteurs, l'un pour la communauté francophone, il s'agit alors du pasteur Rosier en 1939, l'autre pour la communauté germanophone. Comme le pasteur Rosier n'est pas un Alsacien de souche, en plus il a un nom très français, il lui sera interdit de revenir en Alsace lors de son annexion. Il reviendra cependant en Alsace et au Temple Neuf après la guerre, et il gardera une vraie rancune à l'égard de Paul Biron, qui lui avait pourtant souhaité la bienvenue en 1945. L'attitude de Paul Biron pendant la guerre, donc il n'y a rien dans les archives de l'ACO, mais a été étudiée en détail par le pasteur Oudipor, actuel pasteur du Temple Neuf, qui lui a consacré un article dans une publication retraçant l'histoire du Temple Neuf. Il décrit cette attitude comme une attitude de résistance spirituelle. Paul Biron tente de travailler en direction de la jeunesse, ce que le parti nazi lui interdit. Il organise aussi des secours pour les familles, plus tard ayant souffert après les bombardements alliés, qui d'ailleurs ont complètement détruit le siège de l'ACO, ce que le parti nazi lui interdit également. L'auditoire de Paul Biron, lorsqu'il faisait ses sermons, a tremblé plus d'une fois lors de ses prédications. Elle est attestée par les lettres des paroissiens venus à son soutien après-guerre. Ces affirmations, j'ai lu quelques-unes de ces prédications qui sont disponibles, sont clairement, disons discrètement, mais clairement anti-nazi. Il dit le vrai guide, en allemand Führer, du chrétien, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la valeur suprême. Et il converse ainsi des affirmations risquées et clairement critiques. D'autres actes illustrent sa résistance spirituelle, dont par l'article de Oudipor. Ainsi, il fait circuler en sous-main une version en français du bulletin paroissial à destination des francophones. La version publiée devait être obligatoirement en allemand. Et lorsqu'une famille est partiellement francophone, Paul célèbre les casuels, donc en français, baptême, mariage et enterrement, ce qui était strictement interdit. Il participe également à un groupe biblique clandestin qui se réunit au quai Saint-Thomas autour de Karl Maurer. Avec son beau-frère, Henri Birmenet, il essaie d'organiser des campagnes d'évangélisation à Strasbourg. Et Paul Biron a reçu comme vicaire deux pasteurs, dont on a déjà parlé, qui ne pouvaient plus exercer le ministère en Allemagne, en raison de la présence de juifs parmi leurs ancêtres. Donc on en a déjà parlé, je n'insiste pas sur ce point-là. Wolf Neumann a été vicaire de Paul Biron au Temple Neuf. Il faisait partie de la Bekennende Kirche et voilà. Un sort similaire va aussi être celui de Hans Hagen qui, tout à fait à la fin de la guerre et avant la libération de Strasbourg, va attendre à être
quelques mois être vicaire au Temple Neuf. Et il convient de mentionner, alors Heini, Henri, Heinrich, en fait c'est un prénom arménien, transcrit de manière un peu aléatoire, que Paul Béron connaissait depuis 1923. Orphelin recueilli à Marache en Cilicie, il avait rejoint la France, avait été hébergé à Clébourg, à la Hasemude, grâce à Paul Béron, et celui-là l'avait orienté vers l'Allemagne pour y suivre une formation et trouver un travail. Expulsé d'Allemagne, il sera accueilli et pris en charge par Paul Béron, qui facilitera son embauche comme pasteur auxiliaire, comme Heinhelfer, dans le décanat de Molsheim, à Scharerbergheim, à partir de septembre 1944. Celui-ci effectuera une carrière de pasteur auxiliaire dans l'École, donc c'est pas encore l'École, c'est l'église de la Confession d'autres d'Alsace et de Lorraine à Günzbach, Domfessel, Colmar, Bessenheim et Oberbrunn. Il est clair que Paul Béron n'est pas cet ami des nazis que certains ont voulu dépeindre, bien au contraire. Pourtant, à la Libération, il est déplacé d'office à Westhoffen, malgré une pétition de la part de personnes du Temple Neuf qui demandent son maintien. Dans les courriers échangés avec le directoire, ou la commission directoriale, il est clair que Paul Béron ne se sent nullement coupable. Ce qui lui est en fait est reproché est un article pourtant non signé, publié dans le Sonntagsblatt du 10 novembre 1940, dans lequel il raconte comment il a vécu le cessez-le-feu de juin 1940 à Heimwiller. Là aussi, le nom du village n'est pas indiqué par Geisendorf. Il relate comment, convoqué par l'officier allemand, il a improvisé en pleine nuit un culte dans l'église du village. Il cite le discours de l'officier et raconte sa propre intervention. Paul Béron salue le fait que l'Allemagne trouve sa place qui lui revient et que l'Alsace-Lorraine retrouve sa place dans la communauté allemande, cette place qui est la sienne. Paul Béron avait déjà, et là il faut se souvenir de ce qu'il a vécu précédemment, avait déjà vécu sous une dictature. Certes, ça a été grandement oublié, mais il était témoin direct du génocide arménien. Et il a, et Hitler d'ailleurs a dit à propos du génocide arménien, mais qui s'en souvient. Et donc, Paul Béron à l'époque s'occupait de soldats allemands et voyait bien combien même les diplomates qui étaient de bonne volonté avaient des problèmes pour essayer de faire quelque chose et faisaient remonter des rapports vers l'Allemagne qui faisait la sourde oreille, affirmant que ce que l'Empire ottoman faisait de ces minorités, ce n'était pas son problème. Donc, Paul Béron raconte qu'il a rencontré Djemal Pacha, l'un des auteurs de ce génocide, s'est entretenu avec lui et a obtenu de lui des laissez-passer pour les nombreux domestiques arméniens qu'il avait embauchés pour les protéger. En 1940, il a donc déjà une expérience de gestion avec une dictature tout à fait terrible. Alors, quand il raconte cela, il pense qu'il a tout ça dans son arrière-fond. Mais après la guerre, il envoie une lettre à la commission directoriale disant voilà, pourquoi est-ce que vous voulez me déplacer? Il faudrait tenir compte de mon attitude pendant toutes ces années qu'on ne pourra qualifier ni de pro-hitlérienne ni d'anti-française. Et lorsque la commission directoriale maintient son déplacement disciplinaire en argumentant que les propos tenus lors de l'armistice ont créé une grande émotion dans de larges cercles à Strasbourg et au-delà, il répond par une deuxième lettre en septembre dans laquelle il complète son argumentation tout en acceptant son déplacement. Il dit qu'à Strasbourg, ceux qui le connaissaient savaient quelle était sa position. Et les centaines de lettres envoyées au directoire pour le soutenir confirment cela. Et il poursuit. Reste mon article dans le Sonntagsblatt, relatant mes paroles lors de l'armistice de 1940, en particulier une phrase qui approuvait que l'Alsace redevienne allemande, chose qui paraissait alors inévitable, définitive, et qui paraissait justifiable du point de vue ethnique. J'en conviens. Mais il ne faudrait pas exagérer l'importance d'une allocution nocturne de 5 minutes, imposée, improvisée, faite sous la pression d'événements bouleversants du moment.
En tout cas, cet article anonyme, dont l'auteur n'était connu que de quelques initiés, ne peut expliquer suffisamment la réputation qu'on m'a faite dans certains milieux. J'y vois plutôt une suite de la campagne injuste de 1939 contre mon frère Dobrovin, accusé de hitlérisme, campagne qui a paru être justifiée par la sanction que l'autorité ecclésiastique a cru devoir prendre contre mon frère pour apaiser le gouvernement mal renseigné. La réputation d'alors lui est restée, et c'est aussi attaché à mon nom. J'en ai des preuves. Alors si on peut considérer l'argument ethnique comme très discutable, Paul aurait utilisé le terme culturel ou de linguistique. L'argument choquerait moins au XXIe siècle. Mais il n'y a eu ni procès ni mesure punitive en dehors de ce déplacement à l'encontre de Paul Béron. Lorsque côté suisse, des questions seront posées si sa personnalité n'était pas sujette à suspicion en France, celui-ci se rendra à Paris, à la Fédération protestante de France, pour rencontrer Marc Bögner. Il s'expliquera avec lui, qui a dû composer avec le régime de Vichy, mais autant en Syrie qu'à Paris, il arrivera encore plus d'une fois de lui voir reprocher son passé. Côté suisse, on lui reprochera tour à tour d'avoir été allemand et puis d'avoir été français. Il a le grand défaut de ne pas être suisse. Donc, Paul Béron restera jusqu'en 1950 à Desthoffen, où il a été donc placé, puis prendra sa retraite sur le plan administratif. Il continuera son travail pour la CO jusqu'en 1961. Alors, les enfants de Paul Béron, pourquoi est-ce que je les mentionne? Paul Béron, l'aîné des enfants, Heinz Christoph, est mort âgé de 3 jours à Alep en 1917. Paul Otfried, né en 1918 en Alsace, se trouve en Tunisie lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il devient officier des forces françaises libres et après la guerre, il travaillera sous pseudonyme pour le renseignement français. Thomas, le troisième fils, né en 1920 à Strasbourg, s'était engagé dans la Luftwaffe et est resté en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Il a fait sa carrière dans la diaconie. Il a notamment dirigé l'importante maison de diaconesse de Kaiserswerth. Il faut savoir qu'il a dû négocier avec son père pour ne pas devenir pasteur. Il a proposé que, quand même, le Christ recommandait l'amour du prochain, donc la diaconie pouvait peut-être aussi être le Christ. Il s'y est tenu. Christophe, le troisième fils, né en 1922 à Francfort, voulait d'abord s'engager dans l'armée française. Mais il était trop jeune. Voyant venir l'incorporation de force, il s'est engagé dans la marine allemande. Et il s'est retrouvé sur le front de l'Est. Il est devenu prisonnier de guerre en URSS et il est revenu en 1947 du camp de Tambov dans un état physique très dégradé. Il a fait toute sa carrière pastorale dans l'École. Son dossier des renseignements généraux montre un homme qui a montré avec beaucoup de bonne volonté son envie de s'adapter à la nouvelle situation et d'être un peu français. Béatrice Béron, la dernière, a épousé un pasteur à défaut de devenir pasteur. Donc, son fils Jean est aussi pasteur de Blühpan. D'ailleurs, il y a aussi un fils de Christophe qui est pasteur de Blühpan. Alors, il faut voir à quel point cela peut être, enfin en tant que père, je peux ressentir cela. En 1942, Paul Béron écrit une lettre circulaire à sa famille et signale qu'il a peu de nouvelles de l'aîné, que ses 2 autres fils sont en formation militaire, tandis que sa fille tente de faire des études de théologie alors que le régime nazi est clairement opposé à toute religion. Le ton de la lettre reste mesuré. Je vous le cite en allemand. Hoffentlich kommt Otfried nicht noch an eine europäische Front, sodass gegen seine Brüder kämpft. Aber das wäre ja nur typisch für die Lage des Elsass. En français, je traduis. Paul Béron espère que l'aîné Otfried ne sera pas envoyé sur un front européen, car cela l'amènerait à combattre ses propres frères, mais ce ne serait que typique pour la situation de l'Alsace. On imagine sans peine le souci
constante que représentaient ces engagements des deux côtés d'une guerre sans merci, et le déchirement que représente cette situation pour les parents de cette famille. Même si les choix faits par les uns et les autres n'étaient pas toujours du goût des parents, leur amour pour leurs enfants ne saurait être mis en question. C'est un premier déchirement donc, entre les enfants, mais il y aura un autre déchirement qui placera les frères Perron de la génération d'avant dans un conflit de loyauté insoluble. Car Édouard Perron, jeune frère de Paul Perron, a été sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale. Il a ainsi pu découvrir l'orthodoxie et la splendeur de sa liturgie, ce qui lui marquera pour longtemps, enfin pour toute sa vie. Après des études à Bâle et à Strasbourg et un vicariat à Mundolsheim, il est ordonné pasteur par son père. Et son premier poste pastoral est celui de Tiefenbach. J'ai surtout étudié son dossier auprès de la direction de l'Église, un dossier assez volumineux, car il est au cœur de plusieurs affaires. Une première affaire plutôt interne à l'Église, car Édouard fait naître une polémique publique en 1931. Le gouvernement français refuse alors de le nommer à Hinwiller, où il a pourtant été élu par le conseil presbytéral. Il est trop germanophile. La presse aussi allemande s'empare de l'affaire et cela n'arrange rien. Car Édouard Perron a été élu, mais l'élection rejetée par le directeur, par la préfecture, précise bien au directoire qu'elle n'a pas à justifier de cette décision. Cela déclenche un débat rapporté entre autres par l'hebdomadaire de l'Alsace française, qui est relayé par la presse régionale et allemande. Certains estimaient cette intervention légitime et d'autres, notamment la presse allemande, y voyaient un abus de pouvoir de la part de l'État. Alors ensuite, il y a l'histoire de refus de transmission d'une collecte. En 1934, au moment du culte des récoltes, il y a en principe dans toutes les paroisses de l'École une collecte pour le Stift, pour le séminaire protestant. En 1931, un étudiant de la région, Fritz Ihm, alsacien de Souche, a été expulsé de ce séminaire protestant pour des raisons d'engagement trop net du côté allemand, et notamment du Bund Erwin von Steinbach. Un certain nombre de pasteurs, donc à Édouard Perron, font la grève de la transmission de la dite collecte, ce qui entraîne des échanges cinglants avec la direction de l'École. Finalement, il cède quand même et rend à cette collecte qu'il n'avait pas utilisé à autre chose, mais mis soigneusement de côté. Et ensuite, il y a eu vraiment une polémique importante que Martine a d'ailleurs citée hier, c'est l'histoire de la prière pour Hitler, l'affaire du tract de Bethel dans la paroisse de Oberhofen. À partir de 1935, Karl Édouard est pasteur à Oberhofen. C'est là qu'en avril 1939, dans un contexte international particulièrement tendu, il est l'occasion d'un scandale public. Soutien de la cause missionnaire, il a posé une boîte d'offrandes pour la mission dans la salle dans laquelle se tenait le catéchisme des confirmants. Et les tracts expliquent le pourquoi de cette collecte. Et il y a notamment un tract de la mission Bethel, qui est aussi présente en Orient, et Karl Édouard était abonné à 10 exemplaires de cette publication. Ce tract comporte 4 pages. Je n'ai pas pu voir l'original, mais j'ai lu les descriptions. Et dans une courte notice, la rédaction allemande, à l'occasion du 50e anniversaire d'Adolf Hitler, fait un appel au lecteur pour prier pour le Führer. Le Sonntagsblatt, qui rapporte les faits, rappelle que cette mention était obligatoire pour toutes les publications religieuses en Allemagne. À défaut, elles étaient interdites. La mention d'ailleurs figurait les années précédentes aussi sur ce tract sans que cela attire l'attention. Le tract missionnaire cependant est récupéré par des mains anonymes, copié en dehors de la paroisse d'Oberhofen et quelque peu modifié. Il est pourvu des initiales du pasteur comme si cet appel à prier était un appel du pasteur lui-même et il y a un Heil Hitler qui figure au bas de la page. Cette copie falsifiée est diffusée auprès de certains journaux et envoyée aux autorités politiques. Et alors la presse s'en donne à cœur joie,
J'ai pu voir dans son dossier des extraits des journaux de l'époque. La République consacre, du 7 avril, consacre un grand article en allemand à l'affaire. La Dépêche du 9 avril parle de mauvais pasteurs qui font venir des tracts d'Allemagne. L'Humanité, organe du Parti communiste, publie un article en allemand avec une photo de Karl-Edouard Béron. Je le cite: Schluss mit der Nazi-Kampagne in Elsass. Leute, die Hitler in ihr Gebet einschließen, sind unseres Landes unwürdig. Finissons-en avec la campagne de propagande nazie en Alsace et Lorraine. Les personnes qui intègrent Hitler dans leurs prières sont indignes de notre pays. La Dépêche de Strasbourg publie un article sous le titre « Un étrange pasteur ». Le propos est polémique. Parmi les pasteurs malheureusement trop nombreux de l'écart, un certain pasteur Béron de tout temps s'est fait remarquer par un germanisme particulièrement intense. Toujours à nouveau, nous avons dû nommer ce pasteur Béron au tout premier rang de ces ecclésiastiques dangereux du protestantisme alsacien. Il s'est finalement permis une insolence qui, espérons-le, lui coûtera une place que l'État rétribue. Le 21 avril, un journal allemand réagit en parlant de Widerliche Hetze gegen einen Pfarrer, une odieuse polémique contre un pasteur. Alors, il y a une réaction de la conférence pastorale de Strasbourg, même du Presseausschuss, je pense que c'était la commission de publication de l'Église, déclarant leur solidarité avec Karl-Edouard Béron et publie un article expliquant le déroulement de ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Il affirme que l'on peut reprocher au pasteur Karl-Edouard Béron d'avoir manqué d'attention à l'égard de la notice figurant dans cette publication. Des sanctions sont prononcées contre le pasteur par le directoire, même si une pétition a circulé en sa faveur dans la paroisse d'Oberhofen. Paul Béron, dans un courrier de son côté, demande la clémence du directeur, argumentant que cela nuira à son œuvre, l'Action chrétienne d'Orient, qui est très présente et qui collabore activement avec les Arméniens donc du sud de la France, mais aussi avec la Fédération protestante de France. Le Zotax critique sévèrement la presse qui a repris sans discernement ces informations inexactes. Il affirme clairement que de telles affirmations, accusations et généralisations nuisent au corps pastoral et aussi à l'État français, incité à croire qu'au sein du protestantisme régional se trouvent des agents nazis. En 1940, après avoir subi l'évacuation de Strasbourg et des environs, Karl-Edouard Béron revient en Alsace et à Oberhofen, et là maintenant du coup est très bien vu par les autorités, les nouvelles autorités nazies. Il devient décan du décanat de Haguenau dans la nouvelle organisation de l'Église. Et alors, je n'ai pratiquement rien trouvé sur son attitude pendant la guerre, sinon qu'elle semble avoir été très ambiguë. En tout cas, il n'avait jamais caché qu'il était germanophile. Il a rédigé une liturgie en allemand, Gottlob das ist unser Amt, qui était un journal d'ailleurs qui a été republié après-guerre en version bilingue, ce qui était secondaire dans ce goût. Mais il semble avoir aussi eu des ennuis avec les autorités nazies, malgré une certaine connivence. Lui et sa famille quittent l'Alsace en 1945 avec la Wehrmacht en train de se replier. Il se réfugie à Chemnat. Il est arrêté en 1946 par les autorités américaines et remis à la justice française. Il ne se dérobe pas lors du procès qui lui est intenté. Des renseignements généraux résument l'issue du procès dans une note. Ayant bénéficié d'une décision de classement sans suite du chef d'intelligence avec les mines, il comparut le 28 mars 1947 devant la chambre civique de Strasbourg, qui le condamna à la dégradation nationale à vie et 20 ans d'interdiction de séjour. Il poursuit sa carrière pastorale dans les paroisses de Kirchheim à Neckar, puis jusqu'à la retraite à Chemnat, dans le Walkürtanger. Après sa retraite en 1964, il s'investit entre autres dans la Notgemeinschaft Evangelischer Deutsch. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'il a, lui qui s'est senti maltraité comme germanophile ou germanophone,
est-ce qu'il s'est radicalisé jusqu'à aller vers des sympathies nazies entre 1940 et 1945. En tout cas, il y avait des amitiés dangereuses, avec des figures notoires de la collaboration avec le régime nazi. Cela ne l'a pas trop gêné. Elles apparaissent dans l'hommage qui lui est rendu dans une publication de 1962. Et sa participation après-guerre à un groupe Bund Vertriebener aus Elsass-Lothringen pour les Neststaaten im Bundesgebiet, donc une association un peu de nostalgique, aussi le Bund der Elsass-Lothringen, des organisations allemandes qui faisaient et font jusqu'à aujourd'hui leur possible pour maintenir un héritage germanique en Alsace, montre à l'évidence qu'il n'a à aucun moment des regrets concernant ses choix. Au contraire de son frère Paul, qui explicitement rejetait tout nationalisme, Karl-Édouard Béron est clairement proche d'une droite qui se prétendait chrétienne, qui préférait collaborer avec le nazisme plutôt que de prôner un dialogue européen ou dépasser les frontières nationales. En chemin s'était perdue la dimension pourtant fondamentale de l'universalité du message chrétien. Visiblement, sa vision de la foi chrétienne et de la théologie était indissociable d'une identité germanique. Au moment où celle-ci était élevée au rang de mythe fondateur, idéalisé et dévoyé par l'idéologie nazie et les vues d'Adolf Hitler, et transformé en projet politique avec de funestes conséquences, il n'a pas été capable de prendre ses distances ou de corriger sa vision des choses. Karl-Édouard Béron s'est laissé séduire et a fait des choix détestables. Alors, il y a encore une histoire dans le dossier, alors c'est plutôt, ça prête un peu à sourire, mais bon, ça montre l'ambiance. Karl-Édouard Béron a prêché lors d'un culte en 1964 à Oberhofen, ce qui vaut au pasteur du lieu et au président Étienne Young de l'époque un cinglant rappel à l'ordre comme quoi il était interdit de séjour. Alors, tous les enfants d'Édouard Béron, je ne sais pas grand-chose, sinon ils étaient au nombre de 7. 2 sont morts vers la fin de la guerre, 2 ont étudié la théologie et se sont strictement séparés de leur père. Autre déchirement, qu'ils ne supportaient pas son conservatisme et son nationalisme allemand qui les horripilait. Par contre, il a des admirateurs qui lui ont publié une Festschrift en 1972. Et bon, j'ai parcouru cela, mais ça fait vraiment sursauter parce que les affirmations, il y a une relecture de l'histoire victimaire des pauvres Alsaciens qui en fait sont des Allemands. Donc c'est quelque chose d'assez insupportable. Et Karl-Édouard Béron, visiblement, n'est pas revenu sur ses choix. Il a consacré les dernières années de sa vie à administrer cette organisation extrêmement conservatrice. Adhérait-il pour autant aux thèses nazies? Pour ses admirateurs, il est évident que non. Leur argument, l'idéologie nazie était opposée au christianisme. Les pasteurs n'étaient pas admis dans la SS. Bon. Mais sa proximité avec des acteurs majeurs, son conservatisme nous font percevoir nos convictions diamétralement opposées à celles de son frère. Mais alors maintenant, comment vivre avec tout cela après la guerre? Pendant des années, les réunions de la grande famille Béron se tenaient en Allemagne, puisqu'il y avait un certain nombre parmi eux qui étaient interdits de séjour en France. Les membres de la famille que j'ai interrogés, ont tous dit à peu près la même chose. Il y a des sujets que lors de ces fêtes, on n'abordait simplement pas, notamment les choix et options prises pendant la Seconde Guerre mondiale. Et frères et sœurs de la génération des parents, comme des enfants, se retrouvaient lors de ces rencontres familiales et on voulait, pour continuer à se parler, il fallait éviter certains sujets. Les compromissions des uns, la résistance des autres, la difficulté à survivre dans un tel contexte, l'impression d'avoir été victime de l'histoire et de choix faits en dehors d'eux n'était pas un sujet de conversation. Un débat serein n'était pas encore possible. Personne ne voulait ouvrir la boîte de Pandore. Mais comme beaucoup d'autres familles que je connais, déchirées par ce conflit, comme dans les familles d'ailleurs de malgré nous, l'omerta régnait sur ces années noires.
les choix que les uns et les autres avaient faits étaient durs. Il était plus facile de balayer la poussière sous les tapis et de ne plus évoquer ces sujets difficiles. Mais dans l'ombre des caves et des greniers, de nombreuses familles alsaciennes, pour les esprits aussi, à l'abri des regards, subsistaient les traces de ce qui s'était passé. Lettres, photos, uniformes, drapeaux. Faut-il attendre le silence pour pouvoir regarder en face l'horreur? Deux conflits majeurs, les guerres de religion en France et la guerre de 30 ans, comportent dans leur texte même une injonction à tous les signataires de ne plus en parler. C'est assez intéressant de constater cela. Bon, le temps a passé, aujourd'hui il faut peut-être en parler. Et je suis très content de ce colloque qui, je dirais, la préhistoire était aussi dans le mouvement Comprendre et s'engager, qui à un moment donné avait tout un groupe de travail sur les éventuelles sources du vote d'extrême droite en Alsace du Nord dans l'Église. Il voulait étudier à cette époque un groupe de travail qui malheureusement n'est pas arrivé jusqu'à des conclusions à cette époque-là, c'était dans les années 95, 80, 2000. Voilà, donc, je me disais, aujourd'hui, en sachant tout ce qui s'est passé, en sachant aussi que c'est très difficile, il est peut-être temps, sans rancœur, et vous voyez, je suis pasteur, je ne peux pas m'empêcher de prêcher de par moment, mais il me semble que, et j'ai toujours essayé de faire régner, de contribuer à faire régner la concorde dans les paroisses dont j'ai été chargé, et aussi dans le ministère que j'ai exercé hors paroisse. Quand je vois tout cela, je me dis que ces déchirures ont été vraiment difficiles. Alors, soyons aussi compréhensifs pour ces déchirures, ceux qui ne discutent en rien, ceux qui ont fait des choix détestables. Nous avons un petit temps d'échange encore consacré à son intervention. Mathieu Arnold, comment vous... Une intervention ou deux interventions pour vous. Alors, merci beaucoup à Thomas pour cette intervention si équilibrée et si émouvante et qui est pleine de lucidité. J'ai relevé ce que vous avez dit à propos des prédications discrètement anti-nazies. C'est vrai que pour nous-mêmes et pour les gens encore plus jeunes que nous, on a tendance à attendre de prédications de gens qui sont dans l'église confessante des prédications massives contre le nazisme. C'est pas possible. Quand apparu il y a une vingtaine d'années, Christophe Straub me corrigera, les Predigten eines Illegalen de Gerhard Ebeling, qui était un opposant incontestable, un ami, un élève de Bonnefer. La première lecture de ces prédications m'ont un peu déçu, parce que j'attendais davantage. Et c'est en les relisant que j'ai compris en effet pourquoi elles étaient discrètement anti-nazies elles aussi. Merci beaucoup. Odile Joubert, archiviste paléographe, conservateur du patrimoine. Mon intervention ne porte pas sur la dernière communication, mais a une valeur plus générale sur l'histoire et comment on l'écrit. Je sors de l'école où la rigueur et l'honnêteté intellectuelle sont de règle, ce qui n'est pas toujours le cas. Madame No Dufour a évoqué un peu hier la question, je partage complètement ces conclusions. Tout le monde dans la salle n'est pas historien, et l'histoire, ça s'écrit avec des textes, éventuellement des photos, éventuellement des témoignages oraux. Je travaille sur le 16e, 17e, alors je vous rassure, je n'ai pas de photos et je n'ai pas de témoignages oraux. Mais s'il est déjà difficile d'utiliser des textes écrits, il est encore plus difficile d'utiliser des photos. Et on a fait des contresens absolus sur les photos d'Auschwitz. Et quant au témoignage, non, c'est pas une question, je n'interroge pas, mais simplement je veux replacer des choses dans un contexte un petit peu plus large.
moi, ça fait 50 ans que je vis dans les archives, je crois que je mourrai au milieu des archives. Et j'ai parfois eu, j'ai eu souvent des gens qui disaient « Ah, on va accéder à un dossier, on va voir la vérité ». Et je leur disais « Je ne sais pas si vous allez avoir la vérité. Vous allez voir des documents qui n'ont pas été conçus pour faire de l'histoire. Ils ont été créés par des administrations qui construisaient des ponts, des routes, qui soignaient les gens et qui éventuellement contrôlaient la population, la police, la gendarmerie, ou qui réprimaient la justice. Et si vous croyez que dans le fond de ces dossiers, vous allez avoir la vérité, ce sont des gens qui ont écrit ces dossiers et qui ont plus ou moins compris. Et si vous avez un bon Français de l'intérieur qui arrive en Alsace, qui ne parle pas un mot d'allemand et qui ne connaît pas l'histoire d'Alsace, avoir en face de lui quelqu'un qui parle l'allemand et qui, dans les dimanches occultes, s'exprime en allemand, on sait tout de suite qu'il passe pour un dangereux terroriste. Bon, donc il faut absolument savoir exploiter ces documents, les croiser éventuellement contre les autres. Donc en fait, c'est de l'interprétation. Et quand vous êtes dans une période de dictature, c'est encore pire. Bon, parce que tout est biaisé. Oui, j'aimerais simplement. Moi, je n'ai pas connu une naziste, on me l'a raconté. Mais je suis allée derrière le rideau de fer, discuter avec des universitaires et avec des archivistes qui devaient donner des gages, parce qu'ils essayaient de faire autre chose par derrière. Et là, comment voulez-vous les évaluer? Je voudrais deux mots, les archives fermées, et ça, pour les archivistes, on en a un petit peu assez. Il y a des délais de communication, et on n'a pas attendu 2015 pour écrire sur la Seconde Guerre mondiale en Alsace ou ailleurs. Il y a des dérogations, et j'en ai instruit des centaines. Donc, on ne va pas dire que les archives sont fermées. Si vous dites qu'elles sont fermées, vous n'êtes jamais aux archives, et vous avez fait preuve de paresse intellectuelle. Dernier mot sur le silence. Je suis désolé d'intervenir, mais je suis désolé. Je vous dirai, inscrivez-vous au prochain colloque. Prochaine question. Prochaine question. Oui, monsieur Bill. Ah, je suis là. C'est là. Ah, c'est là. Oui. À la fin de votre exposé, vous avez parlé de. Donc, ce Karl a travaillé en Allemagne, il reste en Allemagne en fait. Hein, et vous avez dit pour. Parce qu'il était interdit de séjour. Alors ça m'étonne parce que je croyais qu'il y avait une amnistie générale sur l'amitié internationale, collective. Oui, ça c'était à la fin des années 60, et donc il a été interdit de séjour de 1947 à 1967. Donc s'il y a eu l'amnistie, ça ne l'a presque pas concerné, puisqu'il était au bout de sa peine. De venir en 64, c'était illégal. Et le président Young était très gêné parce qu'il ignorait qu'il était interdit de séjour et qu'il avait donné l'autorisation. Parce qu'à l'époque, il fallait que si on faisait intervenir dans une paroisse un prédicateur qui n'était pas français, il fallait l'autorisation de la préfecture. Bon, voilà. Georges Brodinkamp, je suis venu à ce colloque parce que je savais qu'il y allait avoir une discussion à propos des portraits qui ont été brossés, d'une part négativement, d'autre part positivement. Je suis aussi venu parce que je suis le fils d'un malgré nous. Je suis né en 42, ma sœur est née en 43, mon troisième frère en 44 était en route et mon père a encore été appelé comme un corporel de force. Après la guerre, nous pensions qu'il était mort, et moi ma mère le pensait, moi je pensais encore là, j'étais trop jeune. Et il est revenu qu'en 48 d'un hôpital psychiatrique russe parce qu'il s'est débrouillé pour dire qu'il est encore vivant. J'ai écrit ces mémoires et je suis donc venu pour, oui, je dirais, mon message est suivant, oui, au devoir de mémoire, et j'ai beaucoup appris, merci beaucoup, mais non à la chasse aux sorcières. On va s'arrêter là pour les échanges. Merci encore à tous.
tout va vite. On a encore une intervention là, je pense que c'est la toute dernière, hein. On va encore laisser Estherlette prendre la parole. Moi c'est une question, une vraie. Est-ce que dans les actes du colloque, dans ce qui restera écrit et dont on vient d'entendre que c'est ce qui reste aussi dans l'histoire pour être retravaillé, il sera aussi fait mention des sœurs, des filles, et pas seulement en tant que femme du beau-frère, même si c'est mon arrière-grand-mère et que je lui en suis très reconnaissante. Voilà, merci beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas de dossier sur votre arrière-grand-mère dans les archives du directoire. Et donc, je dois dire que je suis conscient des limites étroites. Je suis, à titre personnel, davantage dans un décryptage de la Vulgate concernant mission et colonisation. Et donc, c'est un champ différent. Donc, malheureusement, dans ma contribution écrite, tel que je l'ai prévu, dans cette très peu de mention, et je m'en excuse. Merci Thomas pour cette contribution, en tout cas, au sujet.